Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des craquements mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin, bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, nous allons sur le thème de Benjamin, qui est 3 films sur la télévision. Et on va pas faire de préambule aujourd'hui, on va faire une émission assez rapide. Et tu vas nous dire, Benjamin, pourquoi tu as choisi ce thème. Et voilà, et nous dire voilà, pourquoi tu as choisi ce thème, c'est fini. Oui, j'ai choisi le thème de la télé parce que j'avais un film en tête. Je sais que je l'avais évoqué dans un des premiers épisodes, peut-être de 3 films. Et vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas vu. Donc ce film-là, c'est Live avec Eva Mendes de Bill Guttentag. Et c'est un film que j'avais vu quelques années après sa sortie. Donc il est de 2007, j'ai dû le voir fin 2000, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais envie de le revoir et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Parce que c'est mine de rien un petit film et c'est vrai que vous ne le connaissiez pas. Et c'est vrai que j'en ai pas entendu parler de ce film non plus trop. Même après sa sortie et tout. Alors que je crois que quand il est sorti, j'en ai entendu parler. Donc c'est qu'il a peut-être fait un peu parler de lui. Mais c'est vrai qu'après, j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans l'oubli. Et voilà, j'étais aussi curieux de voir, de le revoir avec mes yeux de maintenant. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre si je le propose, je vais choisir un thème qui va avec. Et là, forcément, le thème, c'était la télé, puisque c'est le cœur du film. Et je me suis aussi dit que ça pouvait être intéressant de parler de films en lien avec la télé. Parce que je trouve que mine de rien, le monde de la télé est un aspect assez parlant de l'humain, de la société, tout ça. Et c'est vrai que même quand on parle pas forcément de voir des films sur la télé, mais c'est vrai que quand on regarde la télé, c'est quelque chose assez parlant. Alors, qui montre l'humanité des fois des fois au plus bas, hein, dans son pire comme dans son meilleur parfois. Et voilà, du coup, des films sur les médias, tout ça, pareil, qui font vraiment partie de notre vie maintenant. Alors, soit on les écoute pas, mais bon, c'est vrai que c'est quand même très important maintenant. Et donc voilà, j'étais curieux de voir ce que vous me proposeriez en lien avec ce thème, voilà, sachant que j'aime bien tout ce qui est en lien avec la société et tout. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Moi, je suis assez d'accord avec toi quand tu parles des travers de la société par rapport à la télévision, c'est ce que j'aime aussi. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de... Non, rien du tout, j'ai rien parlé du tout. Je vais recommencer cette phrase. Récemment, j'ai vu Tootsie. Et dans Tootsie, ça parle un petit peu du monde de la télévision. Alors, c'est du monde des séries télé, donc pas vraiment le côté émission télé, etc., comme on a surtout choisi nous. Mais après, j'aime ça. Par rapport au film que j'ai choisi moi, on en reparlera, j'ai l'impression, à la limite du hors-sujet. Il n'est pas hors-sujet, mais voilà, comparé au vôtre, il est quand même vachement différent. C'est vraiment... Voilà, on est à la limite, à la frontière, donc on en reparlera. Mais j'avais vachement hésité avec un autre film qui aurait pu être entièrement dans ce principe-là, qui est Late Night with the Devil. J'en ai parlé vite fait dans un autre podcast où j'avais juste dit que je l'avais vu, un peu dans une recommandation, et que j'avais beaucoup aimé, et ça se passe entièrement dans un talk show. Il y a rien d'autre que le talk show en fait dans le film. Donc ça aurait pu entièrement avoir sa place dans ce thème-là. Et puis même tous les films qui ont un petit peu rapport avec la télévision, comme tu dis, avec le côté des travers, etc. C'est ce que j'aime beaucoup aussi. Par exemple, un de mes films favoris de ces dernières années, c'est Don't Look Up. J'adore ce film qui est réalisé par le même réalisateur que le film de Guillaume d'ailleurs. Et donc Don't Look Up, c'est un film voilà, que je trouve juste merveilleux dans tous les sens. Et il y a tout un moment
où tout se passe dans la télévision et montre le côté Fox News un peu de la télé, qui est le bas-fond pour nous en tant que Français de la télévision et des chaînes d'infos, quoi. Et c'est le genre de choses que j'aime bien voir parce que je me dis mais à quel point ces personnages sont détestables, etc. Et j'aime bien détester des personnages horribles comme ça, dans ce genre là, où tu te dis à quel point ils peuvent aller loin dans dans ce qu'il y a, comme tu dis, dans le pire de l'humanité. C'est rare qu'on voit quand même des choses sur la télé où tout le monde est sympa, c'est quand même très très rare. Voilà, donc même dans les grosses comédies, c'est des gros crevards, donc on en reparlera encore une fois avec le personnage, avec le film de Guillaume. Mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que même si tu fais un film ultra feel good, les personnages dans la télé, c'est tous des cons. Voilà, c'est clairement. Et donc, ouais, c'est un thème que j'aime bien aussi. Et toi, Guillaume ? Moi, j'ai pas vraiment de rapport avec ce style-là. J'avoue que c'est pas trop mon genre de prédilection. Je suis pas du tout un consommateur de télé. C'est pas un milieu qui m'intéresse beaucoup. Et les seuls trucs que je peux regarder à la télé, c'est soit les matchs de foot, soit parfois des jeux télé. Il y a des jeux télé que j'aime bien, genre Question pour un champion, Qui veut gagner des millions. Bon, je vous dis ça, ça doit faire peut-être 10 ans que j'ai pas vu un seul épisode de Qui veut gagner des millions. Mais je regarde par exemple parfois le streamer Étoile. Est-ce que tu le sais que ce n'est plus Julien Lepers qui présente Question pour un champion ? Ah oui, attends, c'était une dinguerie, non, c'était pas genre Camille Combal ou un truc comme ça qui présente ? Non, ça c'est oui, si, mais ça c'est pour Qui veut gagner des millions. Ah oui, c'est Samuel Etienne, Question pour un champion. Oui, c'est ça, mais c'était une blague, parce que ça fait tellement longtemps en fait que maintenant il a été remplacé, je voulais Oui, en vrai, non, mais... Oui, pardon, excuse-moi. Enchaîne. L'échec. Voilà, elle était bien. La complicité. J'ai soufflé du nez. Zéro complicité. Non, mais c'est surtout que je regarde un streamer qui s'appelle Étoile et qui fait des nuits de la culture où en fait il répond aux questions pour un champion et tout, il a même participé au jeu. Mais voilà, et puis je regarde de temps en temps, c'est assez sympa ce qu'il fait. Donc voilà, bref, je suis pas un grand consommateur de télé. Et puis même, ouais, souvent c'est un milieu qui m'intéresse pas, le milieu de l'information, comme ça, il y a ce côté journaliste vraiment crevard, sauter sur vraiment sensu un peu. C'est dans les films, c'est souvent ça, hein, c'est les mecs qui vont avoir le scoop en premier, qui sont prêts à faire des coups de pute. Moi je pense à Piège de cristal, comme ça, le journaliste dans les Die Hard, là, qui est une espèce de grosse salope qui veut se jeter sur la moindre information pour essayer de devancer les autres, et puis qui est prêt à tout en fait pour Moi, ça me fait penser quand tu dis ça me fait penser à Scary Movie, premier du nom. Alors je l'ai en VF dans ma tête, mais quand elles essaient à tout prix d'avoir des trucs de Cindy, t'as un gros cul. Juste parce qu'il faut qu'elle lui parle en fait, et c'est comme ça qu'elle a son scoop. Elle lui met un point dans la gueule, mais elle est contente parce qu'au moins elle lui a parlé. Et pareil, à quoi sont prêts les journalistes? Ça, c'est des trucs. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai vu une vidéo récemment de Kanye West, désolé, hein, c'est très vite fait. Mais il y a un journaliste qui lui disait genre, est-ce que vous êtes heureux que les États-Unis bombardent l'Iran? Mais tu sais, une dinguerie, un truc comme ça. Et donc Kanye West, évidemment, il répond pas. Il va vers la voiture et le journaliste, il lui pose une question. Après, il fait, waouh, c'est un bel outfit. Vous l'avez acheté vous-même? Comme ça. Et Kanye West, il le regarde en souriant. Il fait, ah. Et puis il rentre dans sa voiture et il se barre. Et moi je suis là, bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai compris après que le mec il voulait lui dire, vous êtes heureux que les États-Unis bombardent l'Iran? Que Kanye West lui réponde pas. Après il lui dit, c'est vous qui l'avez acheté ce magnifique outfit? C'est la question sortie de nulle part. Et lui il fait, oui. Et après il voulait faire un montage pour dire, vous êtes heureux que les États-Unis bombardent l'Iran? Il fait, oui. Comme ça. Ah ouais. Donc vraiment le truc de gros bâtard. Et en plus il se doutait, hein, il voyait ce qui était prévu par le journaliste. Bon bref. Voilà, mais tout ça pour dire que non, c'est pas un milieu qui m'intéresse spécialement, et c'est pour ça que j'ai galéré à trouver un film qui se passe dans le milieu de la télé, et que je vous ai proposé celui-là, que j'avais déjà vu, et que je n'ai malheureusement pas pu revoir, mais ça on en reparlera quand ce sera mon tour. Mais oui, voilà, j'étais curieux, mine de rien, de regarder ça, et en soi, je suis assez content de la sélection de films qu'il y a eu, parce que enfin bref, on en parlera, donc, mais moi c'est pas un milieu qui m'intéresse vraiment, voilà. Donc Benjamin, tu as dit le film que tu avais choisi, mais maintenant dis-nous de quoi ça parle et fais-nous ta critique. Oui, alors sorti en 2007, film de Bill Guttentag avec Eva Mendes, qui est donc alors je pensais que c'était, dans mes souvenirs, je pensais que c'était plus un faux documentaire, un documentaire. Mais ça ressemble quand même beaucoup à du fan footage quelque part. Plus qu'un faux documentaire, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a un côté fan footage un peu, mais
un peu tricher le fan footage, je sais pas. Ouais, moi je vois plus Ouais, ça c'est comme ça, un c'est- documentaire, justement. Ah ok, bah ouais, je trouve que c'est un entre-deux un peu bizarre, mais bon. Et du coup, c'est tout simplement une personne qui s'occupe de programmes télé, qui travaille dans une grosse chaîne américaine. Et donc c'est Eva Mendes qui cherche des nouveaux programmes pour impressionner, pour un peu révolutionner le monde des jeux télé et tout. Et ça sort d'une blague un peu pendant une réunion où il y a elle qui dit ah putain les gens ils en veulent tellement toujours plus que bientôt on pourrait faire le jeu de la roulette russe à la télé et ça marcherait quoi. Et là du coup elle a une espèce de révélation et elle se dit eh bien on va faire ça. On va faire un jeu télé où on aura ces six personnes. 6 personnes qui se succèdent, qui jouent à la roulette russe, et donc il y aura 5 gagnants, et le 6e mourra en direct avec une balle dans la tête. Et les survivants repartiront avec 5, je crois que c'est 5 millions de dollars, un truc comme ça. Et voilà, donc tout ce film-là, en fait, il est monté avec un gars qui la suit parce qu'il est censé faire un film sur elle un peu et donc c'est ce film là qu'on voit en gros donc voilà c'est un film dont je me souvenais déjà pas mal, donc c'est déjà un gage de qualité, sachant que ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu presque. Je l'ai un peu revu à la baisse parce que justement ce côté alors j'ai vu déjà en 20 ans j'ai vu beaucoup de films, donc c'est vrai que j'ai plus l'esprit de comparaison, l'esprit critique et tout par rapport à d'autres trucs que j'ai vus. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de fan footage entre temps, j'ai vu pas mal de documentaires et tout. Et là, c'est vrai que ouais, justement de cet entre-deux où on sait pas trop dire si c'est un faux documentaire, mais qu'il y a un côté quand même fan footage parce que c'est. Il y a tous les codes en fait, j'ai l'impression du fan footage. J'ai l'impression que c'est un faux documentaire avec tous les codes du fan footage. Et du coup, je sais pas, ça fait un espèce de mélange qui me sort pas forcément du film, mais c'est vrai que des fois, il y a ce truc un peu bâtard avec le fan footage. C'est pour ça qu'il faut que ce soit très bien fait et qu'il y en a des très bien. Hein, mais c'est vrai que je suis toujours un peu critique face à ce genre de film parce que voilà, il y a toujours des petites choses, des petits détails et tout qui me font passer un peu à côté du film. Et il y a aussi le fait que c'est un film qui a vieilli. Parce que c'est vrai que quand je l'ai vu en 2008-2009, il y a plein de choses. Enfin, il a vieilli, mais parce qu'il est aussi. Il est vraiment. C'est un condensé des années 2000, ce film. Et c'est pour ça que quand tu. Enfin, nous qui avons grandi dans les années 2000, enfin, qui étions ados dans ces années-là et tout. D'un côté, c'est cool parce qu'il y a plein de trucs où je me rappelais des émissions. Notamment quand ils présentent les candidats, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez d'émissions Next, qui était c'était clairement le MTV quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est MTV quoi, c'est gros big up à MTV. Ouais. Donc voilà, ce truc avec les présentations très clichés, le principe à chaque fois des émissions qui étaient nulles et tout. Et là, il y a vraiment tous ces clichés-là qui sont dans ce film-là. Donc forcément, je pense que si on découvre ce film sans forcément avoir connu ces émissions-là, qui sont... C'est pas vraiment parodié, mais c'est inspiré. Donc forcément, quand tu n'as pas connu peut-être les trucs de base, peut-être que c'est encore plus violent et peut-être que il y a moyen que tu passes encore plus à côté du film. Mais là, j'ai trouvé que c'était... que c'était un peu, des fois il y avait ce côté un peu cul entre deux chaises sur ce truc là. Donc moi j'ai globalement passé un bon moment, même si je l'ai revu à la baisse par rapport à la première fois. C'est un film court, sachant que là pour le coup on a 3 films d'1h30 sur cette sélection, donc c'est très bien. Et là voilà, donc c'est la bonne durée pour ce genre de film. Mais du coup je vais peut-être vous laisser parler de ce film et rebondir parce que là je sais pas trop où je vais. Mais ouais, c'est un 7 pour moi. Je vais finir par la note. Un 7, peut-être petit 7, hein, peut-être plus un 13 sur 20. Et voilà, je réagirai à ce que vous direz. De mon côté, j'avoue que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je connaissais pas du tout ce film. J'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais vu, même à l'époque Vidéo Future, hein, je voyais pas du tout le truc. Eva Mendes, c'est Osef sur 20. Donc vraiment, j'étais
Bon, on verra. Peut-être qu'il y a moyen que ça me plaise. C'est le monde de la télé, on verra bien. Et première chose, quand j'ai vu que c'était un documentaire, j'ai fait ah bah putain, ok, ça m'a pris par surprise et ça m'a beaucoup plu. Donc j'étais là, putain, ça c'est trop bien. Et c'est le truc en fait, c'est que j'ai été pris dans le film jusqu'au moment où l'émission commence. Et quand l'émission a commencé, j'ai fait maintenant c'est trop long parce que je m'en fous de l'émission pour de vrai. Ce que je voulais voir, c'était tous les off, tous les trucs où je veux voir des gens en train de tabler sur l'éventualité que ça peut marcher et comment je vais jouer sur les sentiments des gens et faire tout pour que ça fonctionne quand elle manipule un peu l'avocat et tout, tu vois, pour que ça puisse se passer sur la censure et tout. Enfin, tout est bien en fait. Tous ces trucs-là, je les aime bien, ces moments-là du film. Et dès que ça part sur l'émission, ce dont je me fous le plus dans le film, et bien il y a limite, j'ai presque envie de dire, c'est trop long. Et ça veut dire que tout le moment de la roulette russe, je suis là, bah ok, il y en a un qui va mourir, et puis il y en a un qui meurt, et puis voilà. Et puis on s'en doutait que ça allait finir comme ça, et j'étais dégoûté en fait, parce que ça m'a vraiment déçu. Et je me suis dit, c'est limite, j'aurais aimé que le film finisse avant que l'émission commence, quoi, pour montrer qu'elle avait réussi, tu vois. J'exagère, hein, mais ça aurait joué sur ma frustration, mais au moins j'aurais été content. Mais je serais parti sur une bonne note, quoi. Mais après, c'est pas du tout un mauvais film. J'ai passé quand même un bon moment tout le long, même jusqu'à la fin. Je peux pas dire que malgré la longueur, j'ai trouvé assez longue, vraiment, de l'émission de fin de la roulette russe, j'ai eu quand même un peu de tension qui a marché sur moi, même si je trouve ça très répétitif. Et ce qui fait que, ouais, moi j'ai mis pareil un 7. Pas un petit 7, je pense que c'est vraiment un 14. C'est quand même un bon film, j'ai passé un bon moment devant. Et ouais, je connaissais, alors comme je disais, Eva Mendes, je la connaissais un peu, ni David ni Adam, quoi. Je sais même pas dans quoi je l'ai déjà vu. Moi mais, je sais. Dans quoi Fast and Furious 2. Ah, oui, mais pas encore. Et voilà, et le truc c'est que bah, là dans le truc elle faisait le taf, elle était insupportable comme il fallait, donc c'était nickel. Et même la fin, elle est un peu touchante quand elle remarque que ça l'a un peu dépassé tout ça. Et même si c'est un peu cliché, je trouve ça voilà, assez sympa. Et pareil pour moi vraiment ce qui m'a le plus marqué c'est le côté documentaire. Vraiment ça c'est bien foutu, j'aime bien le fait que même si tout est cliché, c'est quand même un truc qui marche sur moi, quoi. Le truc de on laisse la caméra, c'est le gars qui dit ouais attends je pars et il pose la caméra et les gens ils pensent qu'il a éteint sa caméra. T'as envie de dire c'était quand même gros le mec qui pose la caméra pile poil devant vous. Vous doutez qu'il l'a pas éteint quand même. mais voilà, mais il y a plein de moments comme ça mais j'aime bien quand même, tu vois. Ça montre à quel point les gens peuvent être des fils de pute dès qu'il y a tout le monde a le dos tourné, parce que ça c'est quand même plutôt vrai. Donc pour ce monde-là, et c'est vrai que là on est entièrement et complètement dans le monde de la télé au plus haut point. C'est vrai que comme tu dis c'est le cœur du film. Ben ça reste un film. J'ai pas grand-chose à dire pour de vrai parce que ça reste un petit film. Ouais, moi c'est pareil. C'est pour ça que je cherchais des arguments à développer, mais c'est vrai que non, pareil, mais en vrai il y a pas grand-chose à dire sur ce film tout court. C'est vraiment. Enfin, tu veux rajouter un truc, Benjamin? Non, je voulais réagir au côté répétitif de ce que disait Mick. Et c'est vrai que, en fait, dès qu'ils ont commencé à trouver les personnages, tu as très vite ce truc de, tu sais que entre chaque scène, tu auras une présentation de personnages et tout, qui sont plus ou moins bien amenés. Hein, c'est pas la question. Mais voilà, tu sens très vite que après, il y a un peu ce côté émission dans le film, et du coup, t'as le même. T'as le même rythme qu'une émission de télé en fait, mais sauf que tu regardes un film, c'est ce truc un peu bizarre qui est en entre-deux, parce que oui, à la fin, tu regardes carrément l'émission de télé, mais sauf qu'à la base, c'est un documentaire, mais qui ressemble quand même beaucoup à un fan footage. Là, il y a un peu ce côté mélange d'un peu tout ça qui m'a un peu perturbé sur la fin, et ce que j'avais moins ressenti pour le premier visionnage aussi. Ouais, et puis même au niveau des émissions, alors déjà les personnages, comme on disait, c'est le côté MTV, les personnages sont tous un peu insupportables. Et alors le pire, je crois, ils ont voulu mettre l'accent touchant sur Negan là, mais il est pas touchant, il m'a énervé, il joue mal. Alors que Negan, je l'adore enfin, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, hein, mais l'acteur qui joue Negan dans The Walking Dead. J'ai pas du tout la ref. Jeffrey Dean Morgan. Oui, t'as pas avancé jusqu'à l'ère Negan dans The Walking Dead. Mais je me souviens plus, c'était il y a 10 ans que j'ai arrêté The Walking Dead, moi, donc
Ah oui, ok. Et bref, et on va dire c'est le grand méchant quoi. Vraiment Oui, mais le grand il joue méchant. qui dans le film? C'est un des gars qui se suicide là? Enfin, qui joue? Non, ouais, c'est C'est ça. le Il joue fermier. le paysan, Ouais. le fermier. Hein. Ah, c'est le gars avec la batte cloutée là? Dans Walking Oui, Dead? c'est ça. Oui. D'accord, ok. Ouais. Et bon, bref, et quand lui, il fait le mec qui pleure et qui fait ouin ouin, et qu'il y a le mec qui dit c'est un acteur, non? Et t'as envie de dire, bah, plutôt, oui, on dirait qu'il fait semblant de chouiner pendant tout le long, tellement. Tu sais, ça devait être. Pour vous attendrir, moi il m'attendrit pas du tout, j'ai juste l'impression de voir une mise en scène plus, mais le personnage jamais je crois en son malheur, je n'ai pas envie de croire en lui, moi j'avais envie qu'une seule chose, c'est que c'est lui qui finisse par mourir à la fin, tellement je le croyais pas dans ces conneries. Non, c'est justement ça aussi que j'ai trouvé assez bien foutu dans le film, mais aussi un peu perturbant. C'est ce côté où bah, c'est quand même assez bien retranscrit, je trouve, tous les clichés de la télé américaine. Et du coup, bah, c'est ce qu'ils font. Enfin, c'est une chaîne de télé et c'est américain. Et ils font une émission de télé dans les années 2000. Donc forcément, si t'aimes pas, si la télé américaine des années 2000 te saoule, bah, quand tu regardes ce film, bah, il n'y a que ça. Donc évidemment, tu vas être en mode... Il y a un peu ce côté, et c'est le moment du point Karim Debache quand il dit, quand il parle du second degré et qu'il dit même si c'est mal fait et que c'est mauvais, bah, même si tu fais ça avec du second degré, bah, ça reste mal fait et mauvais. Et il y a un peu ce côté-là, il y a un peu ce côté, bah, ça me saoule en fait ces émissions-là, et les Américains sont très forts pour ça, pour mettre en scène, et tu sens vraiment le caméraman et le gars derrière qui disent vas-y, maintenant tu dis ça et tu pleures parce que ça va faire bien. Et du coup, tu vois le gars qui se met à pleurer et tout, sauf que bah, voilà, la ménagère, on va dire, pour utiliser le cliché, la ménagère devant son écran, elle est en mode ah ben oui, bah, il pleure vraiment, là, il y a personne qui lui dit qu'il faut pleurer, c'est vraiment sincère. Et sauf que c'est ça pendant tout le film. Et du coup, t'es dans cet entre-deux du c'est pénible et j'ai envie de tous les gifler parce qu'ils m'énervent. Mais de l'autre côté, ben, j'ai connu ces émissions-là et je savais que c'était comme ça. Et du coup, voilà, c'est un peu ce truc qui m'a un peu tiraillé entre deux trucs. Entre le film m'énerve, mais il est un minimum réaliste aussi. Donc, et c'est exactement ça. Enfin, dans les côtés, les présentations des personnages et tout. Enfin, quand il se met à pleurer avec la femme qui arrive et qui pleure aussi, qui parle à sa place avec le gosse qui vient. Et tu sens qu'à un moment, il y a un gars qui lui a dit. Et là, le gosse, il arrive. Maintenant, vas-y, tu peux courir dans les bras de tes parents. Et tu sais que ça se passe comme ça. Mais bon, ça, il le montre pas forcément dans le film. Mais il y a ce truc du oui, mais ça m'énerve parce que c'est insupportable. Mais c'est comme ça que ça se passait, quoi. Ah bah, je trouve qu'il y a un gros côté... Je te laisse la parole, Guillaume. Merci. Je trouve qu'il y a un gros côté un peu. C'est pas sarcastique dans le film, mais c'est cynique, on va dire. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a un côté pic lancé à la télévision avec ce personnage d'Eva Mendes qui est quand même un peu, j'allais dire une caricature, mais je suis sûr que des personnes comme ça existent vraiment, voire pire. Et typiquement, moi, c'est totalement ce que j'ai ressenti. Tu vois bien déjà avec, ils vont te prendre des hommes, des femmes, ils vont te prendre un noir, un mexicain, enfin un hispanique, tout ça, etc. Ils vont faire un peu toute comment on appelle ça là, un truc bien, comment ça s'appelle là, cosmopolite, mais c'est pas ça le terme, mais bon bref, je sais plus. Ils vont mettre plein d'origines. Cosmopolite. Oui, ça marche aussi, cela dit. Et puis moi, c'est totalement ce que j'ai ressenti, parce que j'aimais beaucoup, en 2010, quand j'étais jeune et tout, quand j'étais jeune, le vieillard, mais regarder les trucs genre Britain's Got a Talent, America's Got a Talent, toutes les prestations des mecs qui venaient, et au début, c'était des gens vraiment talentueux, et petit à petit, avec le temps, c'était à celui qui avait l'histoire la plus triste, en fait, qui viendrait raconter devant mon arrière-grand-père est mort pendant la Première Guerre mondiale, et puis Golden Buzzer, tu vois, enfin tu sais, c'est des trucs comme ça, et puis tu vois à chaque fois c'est des vieilles histoires tristes. Oui, enfin il y en avait eu un, bon, il était très talentueux, hein, mais c'était ça c'est Colin, il est autiste et aveugle, tu sais, t'es là, waouh, putain, compliqué quand même. Et mais bon, c'est un mec très talentueux. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté très faux et très fake, très puritain des Américains, en fait, qui veulent te faire croire, t'arracher une larme, alors que, enfin, très hypocrite, en fait, tout simplement, là-dedans. Et de toute façon, c'est bien ce qu'elle a dit. C'est très intéressant ce que tu dis là. Et je te coupe juste pour rajouter un truc que j'ai lu sur Wikipédia. Et oui, nous avons des sources fiables sur Cinesphère. Et non, il y a juste un truc où le réalisateur Bill Guttentag
y a un petit truc qui dit: le réalisateur du film s'est inspiré d'histoires réelles qu'il avait entendues durant sa carrière. Il a ainsi déclaré que cela devenait, je cite, de plus en plus dur de faire une satire parce que la réalité frise la satire. Et c'est exactement ce qu'on dit, que tu dis aussi, Guillaume. C'est que oui, c'est un peu une satire, mais d'un autre côté, ça t'étonne pas que tout dans le film est réel. Et tu te doutes qu'il s'est inspiré de vrais personnages. Ouais, bah c'est ça, le fait que ce soit une histoire qui a potentiellement été vraie, ou du moins qui a pu exister, ça m'étonne pas vraiment venant des États-Unis aussi. Donc c'est vrai que c'est ça qui est perturbant dans le film. Encore une fois, je me répète, mais c'est le côté, c'est une satire, mais de l'autre côté, il y a que des trucs qui puent le vrai, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement, c'est le côté en fait cynique qui cherche à ouvrir les yeux aux spectateurs sur un peu le cinéma qu'il y a derrière tout ça, à quel point c'est faux en fait, et à quel point tout ce qui motive les gens dans ce milieu du journalisme et tout, c'est le fric, le buzz, tout ça. Et pareil, à un moment ils disent ouais, there is no such thing as a bad publicity, enfin il y a pas de mauvaise publicité en fait. Mauvaise publicité égale publicité, donc je m'en fous. Et pour corroborer ce que je disais, pareil, le coup de... Alors ouais, c'est bien le côté mexicain, la mère qui travaille dans un fast-food, etc. Tu devrais rajouter des mariachis quand même, et t'es là, putain, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Et c'est pour ça, après, je suis un peu d'accord avec Michael, c'est vrai que c'était... Enfin, en vrai, oui et non, parce que d'un côté, j'étais content de voir l'émission avec le jeu à la fin, avec qui se tire une balle et tout. Ça m'aurait déçu de pas le voir. Mais d'un autre côté, j'avoue que je suis un peu... En fait, ouais, c'est un film où il n'y a pas énormément de choses à raconter parce qu'il se passe pas grand chose en fait. C'est une journaliste qui, contre beaucoup d'avis, veut absolument faire passer son idée de roulette russe télévisée. Et ça passe, et à la fin, c'est ce qui se passe. Il y en a un qui finit par se mettre une balle. Bon, d'ailleurs, j'étais content que ce soit lui. Bon, je vous cache pas que je l'ai vu venir, hein, franchement, parce que c'était le mec insupportable. Alors, il y avait une meuf qui était vraiment très relou aussi, genre ouais, je suis la nouvelle Paris Hilton ou un truc comme ça, très chiante. Mais alors ouais, lui, celle qui fait de l'art là. Ouais, le mec qui se la joue quarterback là, bof, vraiment Brad en plus, c'était évidemment le nom le plus plus quarterbackien que tu peux trouver. Et pareil, le fait qu'elle se fasse buter à la fin, je me suis dit en vrai, ouais bon, c'est peut-être un peu beaucoup quoi. Le mec qui vient la battre. Bon, oui, alors oui, hein, c'est sûr, c'est chaud, mais d'un autre côté, elle a forcé personne. Oui, c'est très malsain, c'est très glauque et tout, mais faut pas déconner non plus. Les mecs, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, c'était pour jouer à la roulette russe en live. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de feinte. Donc oui, c'est très très bizarre hein, et très malsain de sa part de vouloir créer un jeu comme ça, mais d'un autre côté, les autres, ils participent parce qu'ils en ont envie, quoi. Donc bon, voilà, j'avoue que à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Moi, ça m'a vraiment pas marqué le côté mockumentary là. Vraiment, ça a pas trop marché sur moi. Et tout le reste, sinon, ça, ouais, c'est un petit film sans prétention qui est assez sympa. Je suis vraiment désolé hein, s'il y a du bruit là en fond, mais il y a pas mal de bruit chez moi, donc désolé. Voilà, s'il y a un peu de bruit pendant ce podcast. Et puis, en tout cas, ouais, j'ai passé un bon moment. Moi, je lui ai mis 6 au film. Je lui ai pas mis plus parce que pour moi... En fait, c'est un bon film, mais c'est plus la note comment je l'ai ressenti. Souvent, je me dis... Voilà, enfin, je le dis souvent, hein, ça, mais... Est-ce que j'aurais envie de revoir ce film? Ce 6 signifie... Ouais, pourquoi pas. Ce 6 signifie... Ouais, pourquoi pas. Mais... non, 6, ouais, c'est vraiment ça. Je suis prêt à le revoir éventuellement, mais bon... c'est pas non plus un film qui m'a marqué, je dirais que c'est un 11-12 quoi pour moi. Mais c'est assez sympa. Et puis j'aime bien Eva Mendes aussi, voilà, j'aime bien le couple Ryan Gosling Eva Mendes, donc je suis un vieux fanboy, c'est ça. Mais ouais, en tout cas ouais, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai passé un assez bon moment, donc c'était cool. Ah merde, j'ai dit cool, terrible. Ok. Il est éliminé. Nous allons maintenant passer sur ton film, Guillaume, justement. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as choisi? Eh bien écoutez, j'ai choisi le seul film, enfin vraiment j'ai cherché, hein, il m'est venu immédiatement en tête quand Benjamin a annoncé le thème. Et au final j'ai pas trouvé autre chose qui m'intéresserait, donc j'ai choisi Anchorman. Donc alors en français c'est Ron Burgundy, présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy, je crois, un truc comme ça. Évidemment, c'est moi, Guillaume, donc forcément il y a tout ce côté américain, comédie un peu délirante américaine.
Et du coup, j'ai choisi Anchorman. Donc c'est un film que je n'ai pas pu revoir. Alors j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps, entre le dernier podcast et maintenant, pour revoir ce film. Donc malheureusement, je ferai appel à mes souvenirs. Voilà, je vous avoue ça tout de suite. Bon, après je l'ai vu il y a pas longtemps, parce que j'avais fait une vidéo sur Steve Carell sur ma chaîne où j'en parlais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce film. Je suis pas un grand fan de ce film en fait, mais j'avoue qu'il y a un élément qui le sauve à mes yeux, c'est Steve Carell. Et notamment, enfin surtout dans le 2, parce que son personnage est plus développé dans le Ce que second j'allais dire, film. dans le premier, il n'est pas des masses exploité, quoi. Non, c'est Ouais, dire. ouais, Hein. ouais. Si je dois faire un petit résumé, en gros, c'est une bande de présentateurs, en fait. Alors chacun, il y en a un qui est à la météo, un au sport, un ceci, cela. Et donc, qui est à la tête de ça, c'est Will Ferrell, du coup, Ron Burgundy. Ils ont leur petite vie sur leur chaîne de télé, tout se passe bien, voilà, ce sont des potes, ils sont un peu cons, tout va bien. Et un jour, il y a une meuf, donc qui est interprétée par Applegate, comment elle s'appelle Christina Applegate. Christina Applegate, et qui arrive et qui va foutre un peu la merde dans tout leur plan parce que elle va devenir co-présentatrice, elle va prendre même la place de Ron Burgundy, et du coup elle va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, on va dire. Et Ron Burgundy va suivre un chemin un peu de rédemption pour essayer de retrouver sa place, etc. Il va y avoir une petite histoire d'amour entre lui et elle. Et grosso modo, voilà, c'est juste un mec qui était bien établi, un peu un connard, hein, on va pas se mentir, bien établi dans sa vie de présentateur télé. Et un jour, il a de la concurrence et il va complètement freak out, comme diraient nos très chers amis outre-Manche. Et c'est de pire en pire, hein, vraiment. Et du coup, c'est juste une histoire. Et puis, évidemment, c'est une comédie assez délirante. Donc, il y a forcément la bande à Pato un peu. Hein, c'est vraiment cette touche-là. Il y a Paul Rudd dans le film. Il y a et j'oublie tout le temps le nom de cet acteur, celui qui joue Todd Packer dans The Office, là, qui joue aussi dans Max la Menace et tout. Donc, c'est vraiment toute la bande. Pareil, Will Ferrell, Steve Carell, tout ça, c'est vraiment toute la bande de Judd Apatow. Et c'est un film. En fait, qui est assez drôle, mais qui est quand même assez mal rythmé, assez irrégulier dans l'humour. Et j'avoue que c'était pas le meilleur. Et je remarque que de manière générale, Will Ferrell, les films de Will Ferrell, je suis pas un grand fan. Hein, moi, Il y en a un que j'aime énormément, moi, c'est celui avec où il entend sa. Ah oui. En fait, lui, il est le personnage de Thompson, Harold Crick. Emma Thompson, oui. Harold Le Crick fabuleux avec Emma destin, Thompson. Celui-là, ouais. il est très très bien, Le fabuleux celui-là. destin de. Non, c'est Il est très original et il est touchant. Oui, c'est ça, le fabuleux destin d'Harold Crick. L'incroyable destin d'Harold Crick, non, parce que c'est le fabuleux Ouais, destin d'Amélie ou Poulain. l'incroyable, ouais. Mais, Oui, c'est ça, ouais. le crossover. Ouais, des son peut-être film est que c'est. Il est peut-être bien parce que. Enfin, il est peut-être bien. Je sais qu'il a fait des bons films. C'est juste que c'est peut-être. Moi aussi, je partage votre avis. C'est moins mon délire, donc ça me parle moins. Mais si celui-là nous parle un peu plus, c'est peut-être aussi parce qu'on s'éloigne un peu du personnage Will Ferrell cliché de Will d'habitude, Ferrell. Oui, c'est ça. Il a un côté un peu plus touchant, un peu plus vrais Exactement. acteurs, on va dire, entre guillemets, sans vouloir être Mhm. désagréable ou quoi. Mais voilà, Et donc, vas-y, Guillaume, continue du coup- sur ton avis, tout ça. Du coup, mon avis, c'est que ouais, moi, je lui ai mis 6 au film, 12. Vraiment, c'est un peu comme Live, mais c'est différent parce que, en fait, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel, mais je trouve qu'il y a vraiment des gros manques de rythme. L'humour marche pas toujours sur moi. Et je trouve ça un peu dommage, en fait. Je suis un peu énervé parce que je me dis, ils auraient pu faire mieux. Alors, à noter qu'il y a eu. Que l'écriture était pas évidente sur ce film, apparemment, parce qu'il y a eu un deuxième film qui est sorti l'année d'après. Donc, c'est. J'ai déjà oublié le nom, parce que j'avais vérifié avant, mais j'ai oublié le nom. Mais c'est le film perdu, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est toutes les scènes coupées, en fait, du premier film qui sont rajoutées pour faire une sorte de deuxième film, mais qui. Enfin, vraiment, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, on va dire. Enfin, c'est un peu le bordel pendant tout le film. Et ça termine différemment, parce que oui, dans le premier film, ça se termine dans un zoo avec tout un bordel où il tombe dans l'enclos, etc. Et dans le deuxième, il y a une histoire de terroristes, en fait. Et en fait, c'était toute une sous-intrigue qu'ils ont retirée, avec des terroristes qui kidnappent, je crois, Christina Applegate. Et ça se termine dans une base secrète, dans un volcan, un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça finit en James Bond, le truc. Et ouais, je comprends qu'il l'ait retiré. Alors du coup, c'est des scènes très longues, ces scènes coupées, donc par moments c'est très dur et très long et chiant à regarder. Donc ils l'ont juste fait parce qu'ils se sont dit on n'a pas tourné tout ça pour rien, donc ils l'ont monté vite fait. Et puis du coup, c'est pas vraiment un film, c'est plus une version 1.5, on va dire. Enfin non, même pas vraiment, mais bref, vous avez compris.
Et pour le coup, il y a eu un deuxième film qui est sorti 10 ans plus tard, donc en 2014, parce que oui, le premier film est de 2004. Et il y a eu un deuxième film, du coup, qui se passe 10 ans plus tard aussi dans le film. Et le groupe a été séparé par le destin, par la vie, etc. Et il va chercher, Ron Burgundy va chercher à regrouper toute son ancienne équipe pour faire une chaîne d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un film qui est vraiment beaucoup mieux, alors qu'il part complètement en steak à la fin. Mais c'est quand même un film qui est plus intéressant en fait, où les personnages sont plus développés, et où surtout Steve Carell, le personnage de Steve Carell est beaucoup plus développé, et c'est jouissif, parce que ce personnage est incroyable. Il joue une espèce de benet qui présente la météo. Steve Carell, il le joue à la perfection, c'est un acteur incroyable, et c'est le gros point fort de ces films. Et il a beaucoup plus de place dans le second film, et c'est pour ça que je l'ai trouvé meilleur. Donc au début je voulais vous proposer le 2, mais si vous n'avez pas vu le 1, ça allait servir à rien, et je voulais pas refaire une Insidious où je vous fais regarder 2 films pour que vous puissiez vraiment profiter du deuxième. Du coup, voilà, il y a des scènes que je trouve mémorables dans ce film, par exemple le moment où il a un pantalon vert pendant qu'il présente la météo, et que du coup il s'effondre. C'est très drôle. Attends, c'est dans le premier ou le deuxième ça ? C'est dans le deuxième. Là, comme ça me dit rien. C'est Ben ? C'est dans le deuxième du Dans coup le deuxième. Ah merde. Ah ouais, c'est dommage. Voilà, c'est là que ça paye. Mais il y a un moment où il panique complètement à la télé, il se met à hurler. Parce que ses jambes disparaissent sur le moniteur qui regarde, parce qu'il a un pantalon vert, donc sur le fond vert, forcément, c'est ça. Et ouais, donc il y a vraiment un côté très drôle. Et pareil dans le second, au final je parle que du second. Mais il y a un casting absolument incroyable. Il y a un nombre de caméos à la fin, mais vous ne comprenez pas. Il y a Jim Carrey, Marion Cotillard, Kanye West, Liam Neeson, enfin c'est n'importe quoi. T'as 40 000 acteurs sortis de nulle part, et même pas que des acteurs qui apparaissent à l'écran. Ils l'ont un peu fait dans le 1, ça déjà. Avec Kirsten Dunst, etc. Et c'est... Enfin voilà, du coup c'est vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est un film que j'ai bien aimé, mais après je trouve que lui donner plus que 6, ce serait vraiment beaucoup malheureusement. Mais Oui. voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, à mon avis, ouais, ça a dû être assez dur pour toi, Michael. En vrai, peut-être pour Benjamin aussi, pour vous en fait. Alors pour moi ça a été dur, oui, je lui ai mis un petit 4 parce qu'en effet c'est pas du tout ma came, ce genre d'humour, ça m'a pas plu du tout. J'ai trouvé ça très lourd. Alors je dis pas qu'au milieu de la masse de vannes il n'y a pas un ou deux moments où j'ai pas rigolé. Comme tu dis, Steve Carell, pour le peu de participation, m'a fait rire. Moi, le moment où t'as tout le monde qui crie et qui sait pas trop pourquoi, et il fait loud screaming en gueulant, enfin lui-même il crie qu'il crie en fait. C'est débile. Mais du coup c'est tellement con que ça a marché sur moi. J'ai fait bon ok c'est pas mal. Mais voilà, il y a une ou deux vannes comme ça qui marchent sur moi. Mais en fait pendant tout le long, en effet je trouve que Will Ferrell est un terrible acteur pour beaucoup de... quand il joue, sérieusement ça va. Quand il joue le débile, je trouve que ça lui va pas du tout. Il y a des gens qui... Jouer le débile c'est pas facile en fait. Il y a des gens qui savent très bien le jouer, il y a des gens qui savent pas bien le jouer. Et je trouve que Will Ferrell joue mal le débile. À chaque fois qu'il joue un personnage comme ça, je le trouve insupportable et nul et mal joué. Justement, je trouve que c'est là où le film s'en sort pas trop mal, je trouve. C'est parce que, bon, moi j'ai mis un 6 aussi, et peut-être un gros 6, mais voilà, 13, peut-être un 13 sur 20, quelque chose comme ça. J'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyé, encore une fois, ça fait 1h30, donc ça va. Mais non, ce que je voulais dire par rapport à Will Ferrell, c'est que je trouve que le film s'en sort pas trop mal au niveau de ce personnage-là, parce que justement, je trouve que Will Ferrell n'est pas... C'est un gros con dans le film, mais je trouve qu'il arrive quand même à se montrer un minimum touchant, et je trouve que justement, comme tu dis, Mick, c'est un bon acteur, et je trouve que c'est bien de ne pas montrer qu'une seule facette en mode il est juste débile ou quoi. Mais je trouve qu'il y a plein de moments où tu sens qu'il est plus maladroit que vraiment que c'est un connard, tu vois. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Et du coup, je trouve que j'ai au final, même si très vite tu te dis putain, c'est un gros arriéré et tout, forcément. Mais ouais, au bout d'un moment, tu te dis ouais, mais il est pas méchant en fait. Il est juste, il est juste con, bête. en fait. Ouais, voilà. Mais après, il y a plein de trucs où tous les personnages il est après. touchant, quoi.
Mais après, au-delà de ça, je vais parler aussi du thème. Le thème côté télé, donc se foutre de la gueule donc, de la télé des années 70, ultra sexiste, et que dès que t'as une nana qui arrive là, et en fait tout le monde se fout de sa gueule comme si c'était... Mais vraiment, c'est des bébés en fait. Genre le moment où il l'appelle au téléphone en disant dis donc, il essaie de faire les pires pranks du monde. Parce que c'est exactement ça. Et en fait, ils sont tous tournés à la dérision comme des gros bébés. C'est vraiment ça. Ce sont des enfants de 3 ans qui dirigent des chaînes de télé. Et en fait, même leurs ennemis, quand ils jouent à miroir limite, quoi, en disant nous on est meilleurs que vous. Ah bah non, nous c'est nous les meilleurs. Enfin vraiment c'est vraiment que des bébés. Vraiment. Et après ça part en couille parce qu'à un moment il y a une grosse baston où tout le monde se bastonne et c'est la foire à la saucisse des guests et en fait c'est tous les copains qu'ils n'avaient pas encore placés, ils les placent là et c'est d'une gratuité tellement assumé que ça passe en fait. Et j'ai quand même mis un moment avant de reconnaître Tim Robbins parce qu'autant Ben Stiller, bon déjà Ben Stiller tu le reconnais de suite, mais tu te dis Ben Stiller il a sa place dans ces films à la con parce que c'est un acteur qui fait des comédies et tout. Et Tim Robbins, aussi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Et Vince Vaughn pareil, je sais qu'il a fait des comédies et tout donc ça bon, je l'ai reconnu de suite. Et c'est vrai que Tim Robbins avec sa permanente là et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Le mec a fait Les Évadés et il arrive dans un caméo sur ce film. Tu fais moi. Mais voilà, du coup, c'est au bout à la fin de la scène, je me suis dit, putain, c'est Tim Robbins, quoi. J'ai cherché pendant toute la scène. C'est fou. Et donc, ouais, j'ai trouvé ce truc de ce monde de la télévision tourné à la dérision comme des trucs de gros bébés. Ça m'étonne pas que ce soit donc le réalisateur McKay, quelque chose McKay, là. J'ai perdu son nom. C'est celui qui fait les frites. Ouais, voilà. Yes. C'est donc celui qui réalise Adam McKay, voilà. Qui réalise aussi, donc, comme je disais, Don't Look Up, que j'aime énormément. Et c'est pareil, quand il te montre la télévision, il y a un gros foutage de gueule aussi de la télévision dans ce film-là. Et c'est un mec qui aime bien montrer ce côté-là. En fait, même quand il parle des politiques, clairement, celle qui est jouée par... Qui joue la présidente dans Don't Look Up, c'est clairement c'est Meryl Streep, voilà, et elle joue clairement Donald Trump, tu vois, et sauf que c'est pareil, elle jouait d'une façon comme si c'était des gros arriérés, des gros débiles. C'est vraiment le truc d'Adam McKay de les passer et de faire une autodérision, pas du tout une dérision totale pour les faire passer pour des gros ridicules, des personnages ridicules. Et ça, c'est le seul truc que je trouvais intéressant pour de vrai dans le film. Parce qu'après, les 3 quarts des choses, ça tombait à plat pour moi, quoi. Je me faisais chier, je trouvais ça pas drôle, je trouvais ça d'une lourdeur sans précédent. Enfin bref, voilà. Donc ça, j'ai pas réussi à rentrer dans le film jusqu'à la fin, quoi. Et vraiment jusqu'à la fin, j'étais là. Heureusement qu'il est terminé. Et heureusement qu'il dure qu'1 heure et demie. Voilà. Après, si petite mention spéciale parce que j'étais un peu amoureux quand j'étais adolescent de Christina Applegate. De Christina Applegate, oui, qui est en plus avec une jolie, alors pour placer mes mots savants, mais une jolie synecdoque au début dans le film, c'est-à-dire qu'on ne la voit jamais en entier, on la voit que de dos pendant un bon moment du truc avant de découvrir que c'est elle qui le joue. Et mais après, non, j'étais un peu amoureux que ce soit dans Marier 2 enfants, je l'aimais beaucoup, et quand elle jouait la sœur de Rachel aussi dans Friends, c'était une conne, mais elle me plaisait bien aussi. Et voilà, c'est une fille que dès que je la vois, je suis content. Et dans ce film, ça me déplaît pas toujours. J'aime bien cette actrice. C'est pas une grande actrice, là j'avoue, c'est surtout pour le physique, c'est très masculin. Mais je la trouve jolie et je l'aime bien. Voilà. Okay. Moi, j'avoue que moi, les films avec Will Ferrell, je me rends compte, ils me font pas vraiment rire en fait. Là où il a un rôle important, en fait, c'est ça, je trouve qu'il est bon, mais dans les seconds rôles. Par exemple, dans Austin Powers, je l'ai vu il joue dans Austin Powers 1 et 2. Et je trouve ces petits caméos très drôles. Par exemple, parce qu'il joue un tueur du docteur d'enfer, mais qui met toujours 3 plombes à mourir en fait. À chaque fois il se fait tuer et puis il est dans les pires situations, genre il se casse les 2 jambes. Ah mais oui, je vois lequel c'est, oui. Il joue Mustapha. C'est drôle. Et à chaque fois c'est des interactions assez drôles. Et alors dans The Office, je ne l'ai pas trouvé drôle une seule fois. Quand il joue le remplaçant de Steve Carell, vraiment il ne m'a pas fait rire. Et en fait je crois que c'est ça, j'aime bien le mec mais je trouve l'acteur vraiment assez nul en fait, et il me fait très rarement rire. Il y a que dans SNL, Saturday Night Live, où vite fait il m'a fait rire de temps en temps. Mais sinon, ouais, vraiment, c'est pas un acteur exceptionnel, je trouve. Et surtout quand on le compare à Steve Carell, parce qu'ils sont potes tous les deux, ils ont fait énormément de films ensemble.
Et j'avais vu un film qui s'appelle Ma Mais sorcière. surtout dans The Office, c'est Ma sorcière bien. c'est vrai que dans The Office, il arrive après toutes les saisons avec Steve Carell, et c'est vrai que bah, forcément la comparaison se sent quoi, quand tu vois Will Ferrell. Enfin, voilà. Après, je sais qu'il a des fans aussi, mais moi je sais que j'aime beaucoup Steve Carell, donc dès que j'ai vu Will Ferrell, j'ai fait ouais, bof. Bah, heureusement qu'il reste pas longtemps quoi. Mais je me souviens plus de ce que j'étais en train de dire. Oui, j'ai vu un autre Tu parlais film. de film, voilà. J'ai vu un autre film avec Will Ferrell, dans lequel, parce que je m'étais fait toute la filmographie de Steve Carell, et qui s'appelle Bewitched, donc Ma sorcière bien aimée, un film avec Will Ferrell, qui est d'ailleurs bosse aussi à la télé, je crois, et Nicole Kidman, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est elle qui joue la sorcière bien aimée, quoi. Et, Mais oui. et Steve Carell, il jouait l'oncle fétide, j'allais dire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, un oncle, un truc comme ça. Et en fait, il fait juste un caméo dans le film. Et le film est à chier. Je passe un très mauvais moment. Et pendant tout le film, j'étais là. Et Steve Carell, il vient quand? Et en fait, il fait un caméo de 2 minutes et il disparaît. Et je fais, allez, trop bien, j'adore ça. Donc assez difficile à regarder, mais du coup ouais, ça me permet de me dire que Will Ferrell, ouais, je l'ai vu dans beaucoup de choses, et quand il a un rôle principal ou quand il participe à l'écriture des trucs comme ça, j'ai l'impression que très souvent ça rate un peu, là où Steve Carell c'est l'inverse. Il est excellent dans les seconds rôles et il est excellent dans les premiers rôles aussi, et d'ailleurs je vous recommande de regarder son casting pour Anchorman à Steve Carell pour jouer Brick Tamland, je crois c'est ça son nom. Et c'est incroyable, c'est fou à quel point il fait un casting où en fait il joue cette espèce de benet pour une scène qu'il voulait proposer pour le film, et au final elle n'a pas été retenue, et je me suis dit mais ça aurait été la meilleure scène du film, où en fait ils sont à la cafétéria et il y a une poubelle. Désolé, il y a une poubelle au bout, tu sais, vous savez, il y a les plateaux, vous faites glisser les plateaux sur les barres de fer, les trucs comme ça, vous prenez, vous servez, et au bout il y a une poubelle, et genre lui, une fois qu'il arrivait à la fin, il prenait des trucs dans la poubelle, il les foutait dans son assiette, et il y avait un vieux filtre de café dans lequel il y avait plein de merde qui était dans la poubelle, et il l'enroule comme un tacos, enfin un tacos français là, un burrito, et il mimait lui en train de manger le burrito. Et il y avait une ligne de dialogue où on lui disait mais non arrête, ça vient d'une poubelle ça, et puis lui il fait ah très drôle, et vraiment sans rien, il était juste assis, il a fait mine de manger le burrito, et à chaque fois de jouer du coup le dégoût parce qu'il mange un truc dégueulasse sorti d'une poubelle, et de faire genre ah non c'est très bon comme ça, et il y a toute une scène comme ça, mais il part en impro là-dessus et c'est excellent, alors que le mec il a rien dans les mains, vraiment c'est du 100% acting. Et c'est incroyable. Même sa scène de présentation dans le premier où il est hyper sérieux et il raconte donc qui il est, et il est en train de mettre je sais pas quoi dans un grille-pain, genre une sauce ou je sais pas quoi, la chantilly, enfin je sais plus, mais il met un truc qui n'a rien à foutre dans un grille-pain et il fait oui parce qu'en fait moi je suis débile, j'ai 42 QI, et là tu fais oui, mais il le dit avec un sérieux et avec un flegme pas possible. Et c'est pas là où il va bouffer une mode motte de beurre en plus, genre c'est bien possible. C'est dans celui-là, putain, c'est terrible, à chaque fois j'ai l'impression de confondre les deux. Mais il y a une scène pareille où il fait une pub pour du beurre, et il fait ah le beurre comme ça, et à la fin il y a la motte, tu sais, avec ses plans en amorce, la motte en amorce, et puis le truc qui s'affiche sur le côté, et là tu as la grosse tête de Steve Carell qui arrive et qui croque dans la motte qui est sur la table. Alors ça c'est dans le dos aussi parce qu'on l'a pas vu du tout. Ouais, bah, j'imagine. Mais, désolé. Si tu veux parler du 2, dis-le directement, comme ça on vous gagne du temps quoi. T'aurais pu proposer le 2 si vous voulez. Si tu veux, on arrête là le podcast, on va regarder le 2 et on parle du 2. Eh bah allez, vas-y, ça marche, j'ai le temps en plus, donc c'est parfait. Mais voilà. Benjamin, si tu veux en dire un petit peu plus toi sur ton avis du film du coup. Ouais, non, bah, je vais pas répéter ce que vous avez dit parce que je pense à peu près la même chose. Enfin plus comme Guillaume que comme Mick, je l'ai quand même un peu apprécié. Bon, j'ai trouvé ça sympa, voilà, comme un 6 quoi. Mais bah, c'est vrai que étant fan de Steve Carell, je suis curieux de ce que dit Guillaume sur le 2, parce que moi j'étais un peu déçu de Steve Carell dans ce film, là où je voyais beaucoup d'extraits, voilà, des mèmes et tout. On a là vaguement parlé, enfin Michael a fait la blague sur le nombre de mèmes qu'il y a dans ce film et tout. Et, il y a le Good One. Oui, voilà, par exemple. Avec sa banane. Mais ouais. Mais c'est vrai que bah, du coup, je me suis dit, je sais pas, j'avais l'impression que Steve Carell est capable de faire tellement mieux que juste le débile et juste le comic relief, parce que c'est vrai que bon, c'est une comédie, donc du coup tout le monde fait des vannes tout le temps. Mais lui, c'est vraiment le gars
il arrive, il fait une blague et c'est tout, et c'est une blague de débile. Et il fait la blague du gros débile. Et après, on passe à autre chose. Et du coup, j'ai l'impression que toutes ces interventions se limitent à ça. Et j'ai trouvé un peu dommage. Je me suis dit, mais ouais, c'est... Alors voilà, hein, j'ai conscience que ça peut marcher sur d'autres, évidemment. Mais c'est vrai que moi, c'est pas forcément ce que j'attends de Steve Carell. Je sais qu'il a plein d'autres trucs qui marchent plus sur moi. Donc voilà, petite déception En vrai, pour mon bébou. Ouais, le 2 c'est mais, toujours dans le même esprit, mais je le trouve beaucoup plus. En fait, il fait un peu brouillon ce film, je trouve. Anchorman 1, il est un peu. Je sais pas, il y a un truc qui prend pas en fait. Et le 2, il est beaucoup plus structuré, je trouve, comme film. Et les personnages sont plus profonds, on donne plus de profondeur aux personnages, et notamment à celui de Steve Carell qui est bien plus présent dans le second que dans le premier. Après, ça reste toujours le même esprit, hein. Mais je te conseille peut-être de voir le 2. Parce qu'il y a plein de scènes auxquelles c'est vrai je pense que là et qui sont très drôles avec Steve Carell. Et des répliques qu'il a. J'ai l'impression que le 2 fait partie de ces suites qui sont au moins aussi bien et même réputées, enfin aussi réputées que le 1. Parce que c'est vrai que je sais que même les fois où j'ai cherché des infos sur le film ou quoi, je tombe très souvent sur le 2 presque avant le 1. Donc c'est pour ça que ça m'intrigue de voir le 2 aussi, parce que j'ai l'impression qu'il est aussi culte que le 1. Peut-être petite digression, mais le réalisateur, c'est son tout premier film. Après, Anchorman. Donc il y a aussi peut-être ce côté-là. Ce côté que ouais, c'est normal qu'il soit un peu moins bien, il est moins abouti parce que c'est le tout premier qu'il a fait. Est-ce que c'est lui qui a fait le 2 ou pas, du coup aussi? Oui, c'est lui qui a tout fait. Il a fait Wake Up Cronenberg, The Lost Movie. Il a tout fait. Tout le cinéma, c'est lui. Voilà. Il a fait Frangin malgré eux, Very Bad Cops, The Big Short, Vice et Don't Look Up. Ah, disons quoi, il a fait beaucoup de choses avec. Putain, Vice aussi, putain, mais il a fait que des films avec Steve Carell, c'est un truc de fou. Et Will Ferrell aussi. Et The Big Short aussi que j'ai vu et que j'ai. Parce que Frangin malgré eux, c'est pareil, c'est Will Ferrell, Very Big. Ouais. T'as compris quelque chose à The Big Short, Ben? Non, c'est ce que je dis. Juste après, je dis, j'ai pas compris parce que c'est. Okay. Déjà, moi, quand je vais chez le banquier ou chez un agent immobilier, ou dès que ça parle un peu de trucs qui ressemblent à l'administratif, je saigne du nez. Donc là, c'est vrai que c'est un film qui parle que de ça pendant 2 heures et vraiment, c'était très compliqué pour moi. J'ai l'impression qu'on donnait un cours de finance pendant 2 heures, mais c'est pas de la vulgarisation, hein, c'est vraiment ça rentre dans des termes techniques et tout. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Ben, nous allons maintenant passer à mon film. Donc mon film, c'est voilà, le film bizarre de la sélection pour changer. C'est Vidéodrome de David Cronenberg. De toute façon, on est sur David Cronenberg. Oui, ça forcément aurait chelou. été décevant que ce ne soit pas un peu chelou. Surtout sorti en 1983, donc c'est vraiment sa période, quoi. Je l'ai dit en début de podcast que c'était quand même à la limite du hors-sujet parce que en effet, donc le principe de base, c'est un mec qui a une toute petite chaîne de télévision où ils mettent des trucs un petit peu extrêmes et tout, mais bon voilà, c'est un public niche, ils ont pas grand chose, et ils cherchent donc avec un pirate qui essaie de trouver des émissions un peu dans les autres pays et tout. Et le pirate, il lui trouve une émission qui est à la limite du snuff movie en fait, où des gens se font. Donc c'est parce qu'il met des petits pornos, des trucs comme ça, vraiment des petits pornos crasseux, un peu nuls et tout. Et il dit, là je t'ai trouvé un truc, mais c'est du viol, de la torture, du meurtre quoi. Il fait, putain, c'est hyper original et il y a vraiment moyen que ça me plaise de mettre ça. Et sauf que à côté de ça, il rencontre aussi une autre journaliste qui est jouée par la chanteuse de Blondie d'ailleurs. Je l'avais pas reconnue, mais j'avais. Ouais. Et qui joue Nikki. Et le truc, c'est que il va tomber un petit peu au début sous le charme de cette fille, mais c'est pas. On croit un peu que c'est la fille avec qui tout va se passer, mais en fait, non, il y a une autre fille finalement qui va être un peu plus importante, mais qui est la fille de celui qui est censé faire ses vidéos, qui s'appelle Vidéodrome, parce qu'en fait l'émission qu'ils ont captée s'appelle Vidéodrome, et à partir de là ça devient un cauchemar ambulant, le film, où en gros cette vidéo là donne des visions à James Wood, donc oui, l'acteur principal c'est James Wood, et ça lui donne des visions, et en fait on sait plus vraiment à quel point on est dans la réalité, dans les visions et tout. Alors tu comprends que dès que c'est bizarre c'est des visions, hein, de toute façon, mais voilà, il y a des gens qui passent leur temps qui pensent un peu à retourner leur veste. À chaque fois, tu penses que c'est un truc, mais en fait, on va te dire, mais non, en fait, lui, depuis le début, il se fout de ta gueule, et en fait, c'était fait exprès pour te mettre dans le truc. Il y a tout un truc un peu comme ça où tu te dis, le mec, il a l'air d'être imbriqué dans une machine
comprend pas trop pourquoi tout ça se passe comme ça. Et en fait, c'est juste cauchemar sur cauchemar. Il a son ventre qui s'ouvre, dans lequel il se met la cassette vidéo dans le ventre. Il y met son flingue aussi qui peut sortir et qui finit par fusionner avec sa main. Enfin, tout le film est comme ça pendant tout le long. En fait, c'est que des visions cauchemardesques tout le temps. Il y a un moment où il est en train de presque faire l'amour à sa télévision qui est en train de gonfler, où il y a Nikki à l'intérieur là. Enfin voilà, c'est un film. Voilà, voilà, c'est ça, c'est un cauchemar. Et c'est bien, c'est très très bien. J'ai passé un super moment dans ce film. Je pense que j'ai mis un 8 sur 10. Et vraiment, c'est clairement le genre de film. J'ai presque trouvé qu'il y avait un côté David Lynch. Mais l'avant-dernier, là. Enfin, pas l'avant-dernier, mais l'avant-dernier du coup. Que tu aimes beaucoup, Benjamin. Un de tes préférés de David Lynch. Je perds toujours le nom. Un des premiers qu'on a découvert ensemble, Lost Highway. Il y a un petit côté Lost Highway dans l'ambiance. Alors pas du tout dans le style, hein, mais dans l'ambiance, cette ambiance où tu fais mais je suis pris et je suis hypnotisé dans le truc, mais je sais pas trop ce qui se passe, mais en même temps je suis preneur, tu vois. Il y a ce côté un petit peu comme ça qui fait que le film m'a vraiment happé. J'ai vraiment été pris dans tout. Je trouve que les comédiens se tiennent tous très bien, et surtout James Wood qui est vraiment le comédien principal. J'étais à fond dans ce qu'il faisait. Et vraiment, j'ai trouvé les films très bien. Et je me rappelle aussi de l'épisode d'Existence de Karim Debache où il disait Existence est pour moi la suite logique de Vidéodrome. Et je comprends maintenant pourquoi il dit ça, maintenant que j'ai découvert, parce que j'aime beaucoup Existence. Et vraiment, il y a plein de choses, même la fin, où à la fin il détruit Vidéodrome, comme il disait c'est la fin de Vidéodrome, mort à Vidéodrome. Mais c'est exactement la même chose dans Existence. En fait, il y a un mec à la fin qui se lève et qui dit mort à Existence, et qui détruit tout. Le flingue main qu'il a ressemble beaucoup au flingue fait en os de poulet dans Existence. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Il y a de ce truc entre la réalité et entre la vidéo et la réalité. Sauf qu'à l'époque, c'était la télé. Aujourd'hui, c'est le jeu vidéo, enfin en tout cas dans les années 2000. Enfin voilà, c'est vraiment, je comprends ce qu'il veut dire par c'est la suite logique. Je suis entièrement d'accord avec ce principe-là. T'as presque l'impression que presque c'est un remake, mais version améliorée, Existence. Mais ouais, j'ai passé vraiment un bon moment, et c'est pour ça que vous remarquez depuis tout à l'heure que je parle de tout sauf le monde de la télévision, parce que à part le principe, c'est plus pour l'objet télévisuel en fait. C'est pas le monde de la télévision. C'est l'objet télévisuel qui est plus important, avec la cassette vidéo, l'objet de la télé, du rapport à l'écran qui devient réalité, etc. C'est plus cet objet qui est au cœur du film que réellement le monde de la télévision. Le monde de la télévision, on en parle 5 minutes et ça passe vite à autre chose, parce qu'à partir du moment où il a ses visions et tout, le monde de la télé, on s'en fout en fait. Plus jamais il y a un moment où il parle de programmer l'émission. Ça devient complètement oublié ça. Donc, j'étais un petit peu déçu, mais après je savais pas, je connaissais pas le film, je l'ai trouvé dans les listes de thèmes sur la télévision, mais c'est vrai que voilà, c'est plus sur l'objet télévisuel que réellement le monde. Mais bon, j'ai quand même passé un super moment, je suis content pour je veux dire, pour ce que je considère un hors-sujet. Je trouve que ça fait partie des Cronenberg que j'ai préférés quand même, parce que Cronenberg, j'aime beaucoup, j'essaie de voir le plus possible ses films. Mais quand même, la moyenne, souvent, sont en dessous de 7. Donc, ou en tout cas 7 ou en dessous. J'en ai quelques-uns qui sont au-dessus de 7. Et je crois que j'ai Existence, que j'adore. J'ai celui-là que j'aime beaucoup, du coup. Et j'ai La Mouche, qui est un chef-d'œuvre. Après, c'est surtout des 7, 6, 5, quoi, les Cronenberg. Ça veut pas dire que je les aime pas. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les regarder. Même ceux que j'aime le moins. Mais c'est pas non plus... voilà. Celui-là, il fait partie du haut du panier pour moi, quoi. C'est un peu comme moi avec John Carpenter, quoi. Ouais, exactement. C'est pas tous des 8 ou 9, mais je prends quand même du plaisir de le regarder. Non, alors moi j'ai pareil, c'est un 8 pour moi. J'ai beaucoup aimé. Je suis rentré dans le côté cauchemardesque du film. Ça m'a happé, donc je suis rentré dedans et vraiment j'étais à fond. Et alors, ouais, 8 franchement, je pense que c'est un 8, voilà, 16 quoi, 16 sur 20. Parce qu'encore une fois, il aurait été peut-être plus long, peut-être que j'aurais décroché, mais bon, il fait 1h30, donc c'est très bien. Et sur le côté hors sujet, c'est vrai que quand j'ai proposé le format, enfin des films sur la télé, voilà, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était la télé dans le côté, il y a le fond et la forme. Et du coup, c'était le côté plus le fond que la forme qui m'intéressait. Et là, je trouve qu'on a un entre-deux. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté forme qui est très, très présent, parce que c'est aussi ça fait aussi partie un peu du réel, c'est-à-dire que c'est du body horror, donc c'est très,
très tout ce qui est en rapport avec le corps, à l'objet, enfin à des trucs, à tout ce qui est concrètement palpable et tout, ouais, voilà, la mutilation et tout. Donc je trouve que c'est cohérent, tu vois, quand tu vois l'objet de la télé qui prend vie et tout. Mais je trouve quand même que la télé est quand même importante, même si c'est vrai que on en parle moins dans une partie du film. Mais c'est vrai que c'est quand même le truc qui tout parle de la télé en fait. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas un hors sujet. C'est vrai que c'est celui qui parle le moins du côté sociétal que j'évoquais tout à l'heure au début. Mais c'est de là que part tout le film en fait, parce que lui, bah, il est directeur d'une chaîne de télé qui essaye de pousser un peu les limites de ce qu'on peut montrer à la télé. Donc ça, je trouve intéressant aussi. Enfin, c'est un peu le même. Il y a un rapport avec Live un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc ça, je trouve intéressant. Et après, même le côté quand les mecs de l'espèce de secte de Vidéodrome, en fait, lui disent le but, c'est qu'on passe les vidéos de Vidéodrome qui donnent des cancers, grosso modo, on les passe sur ta chaîne, et comme ça, bah, les gens vont mourir, parce que ceux qui vont regarder ta chaîne, on sait que c'est un peu la pourriture des États-Unis, tu vois. Et du coup, on sait que à partir du moment où les gens vont vouloir aller sur ta chaîne, bah, c'est qu'ils sont assez dégénérés et que vraiment ils manqueront en personne en fait. Et je trouve que même ça, c'était bien rattrapé, parce que c'est vrai que le film a commencé. Je me suis dit, bon, ça parle quand même de la télé parce que le mec fait partie de cet univers et tout. Après, c'est vrai qu'il y a un moment où ça part dans le côté vraiment plus Chardel et tout de Cronenberg, et du coup, ça s'éloigne un peu. Mais après, c'est vrai que même à ce moment-là où le méchant, en gros, dit ça, bah, tu dis, bah ouais, on revient quand même à ce côté-là où on se sert de la télé pour transmettre un truc et propager un espèce de virus qui tuera des gens. Mais dans le côté un peu, il y a un côté purge aussi, de genre, si les gens sont assez tarés pour regarder ta chaîne, bon bah ils vont mourir parce qu'ils vont manquer à personne, quoi. Donc c'est pour ça que je trouvais, mine de rien, c'est pas un hors sujet pour moi. Et c'est un bon film. Pour moi, c'est pareil, ça m'a pas gêné, choqué outre mesure, le hors sujet. Pour moi, ouais, ça se passait dans le milieu de la télé. C'est un mec qui bosse à la télé et tout. Ça passait. Et puis même, de toute façon, il n'y a pas 40 000 films qui se passent dans le milieu de la télé. Donc moi, ça m'a pas du tout dérangé. Le film commençait vraiment bien pour moi. J'aimais bien ce côté un peu mystique comme ça. J'aimais bien toute la phase, parce que Cronenberg, je suis habitué. Alors le problème, c'est que moi je l'ai découvert avec A History of Violence et Les Promesses de l'Ombre, qui sont deux très très bons films, même excellents films. J'adore Les Promesses de l'Ombre. Mais c'était pas du body horror, ouais. Mais c'est ça. Et du coup, moi je me suis dit, Cronenberg, ça a l'air pas mal. Et puis j'ai vu Crash. Donc là, ça fait vraiment passer d'un extrême à l'autre. Il est pas ouf. Hein. Bah, tu vois, celui-là, c'est un petit, non. un petit 6 pour moi, Crash. Ouais, bah pour moi, c'est pas trouvé. C'est un petit 3, je pense, quelque chose comme ça. Non, en vrai, je m'en souviens pas très bien parce qu'on l'avait analysé à l'époque où j'étais en fac de cinéma. On avait analysé ce film et j'avais envie de gerber, hein, globalement. Après, bon, moi honnêtement, ça me dérange pas le body horror. Au contraire, j'aime bien les réalisateurs, tu sais, qui ont cette touche. Genre, tu vois un passage d'Existence et t'es là, oh bah ça c'est pas Cronenberg, je me coupe une couille. Et c'est un peu ça. Alors, La Mouche, je l'avais trouvé excellent, je l'avais trouvé super, même s'il avait été un peu déçu par la fin. Mais c'est un peu le problème que j'ai eu avec Vidéodrome, c'est que je trouvais que ça commençait vraiment bien. J'étais vraiment pris au début dans l'ambiance et tout. Et petit à petit, en fait, le film m'a perdu. Et petit à petit, j'ai vraiment perdu intérêt. Et si bien qu'à la fin, j'attendais vraiment que ça se termine. Je comprenais vraiment plus. En fait, j'ai rien compris au film. Enfin, surtout à la fin, en fait. Au début, ça allait. Et quand il commence à aller là chez l'opticien qui lui dit, ah ouais, Vidéodrome, en fait, c'est une vidéo que tu vois et en mode The Ring. Ça te change, enfin je sais pas trop quoi, t'es maudit après, et puis tu te mets à avoir des visions cauchemardesques et tout. La meuf, pareil, ce masochiste là qui s'écrase des clopes dessus, qui après se retrouve dans la télé, enfin vraiment j'ai pas tout capté, mais en fait ce qui est terrible, c'est que c'était vraiment une chasse pendant tout le film. J'étais là, film, j'ai envie de t'aimer, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce que tu me racontes, ce que tu veux me faire ressentir et tout. Et justement, juste le fait de ressentir sans chercher à comprendre, t'y arrives pas? Justement, comme les films de David Lynch. David Lynch, c'est souvent ça, faut pas chercher à comprendre, faut juste ressentir, tu vois. Bon, alors déjà, il est temps que je dise une chose claire et nette dans ce podcast, et malheureusement, je risque de me faire huer par les 4 personnes qui nous écoutent, mais je n'ai jamais vu un seul film de David Lynch. Voilà, comme ça, c'est dit. Ok. Voilà, on n'en parle plus. Mais parce que le problème, c'est que sachant qu'on a évoqué ça
que j'ai vu. J'ai hésité j'ai- encore j'ai pas vu mal hier pour mon un- prochain thème. Ah non. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, on en parlait avec Mick parce que j'ai vu un truc qui m'a fait penser à du David Lynch hier. Et c'est vrai qu'au final, comme je disais, il n'a pas fait tant de. Sur sa filmographie, bon, déjà, il n'a pas fait non plus 100 films, mais il a relativement une petite filmographie et des films très chelous qui sont portés sur le sensoriel et tout. Il n'a pas fait non plus tant que ça parce qu'à côté de ça, il a quand même fait des Il en a films fait comme deux. Une histoire vraie. Ou voilà, c'est ça. Une histoire vraie, c'est l'histoire d'un pauvre vieux qui part sur sa tondeuse pour rejoindre son frère à l'autre bout des États-Unis. Parce que c'est une histoire vraie et c'est que ça le film, hein. C'est juste un road trip. Après, il a fait Elephant Man. Après, enfin voilà, il a fait des trucs assez posés qui sont des vrais films et que tu peux apprécier sans forcément te taper un bad trip après ou quoi, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'il a Mulholland Drive et Lost Highway qui sont très marquants et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a Eraserhead aussi, mais celui-là, je l'ai pas vu. Mais voilà, du coup, ces trois films ont fait qu'on a catalogué un peu David Lynch en mode il est chelou, mais c'est vrai qu'il a pas fait que ça au final. Bah après, ouais, il en a fait quelques-uns quand même. Cronenberg, des films comme ça. Blue Velvet, sur t'avais les- pas trop aimé, toi, je crois. Cronenberg, J'ai- ouais. Ah ouais, non, Blue Velvet, non. Il en a Pas fait- fan. Il était bien, je trouvais. Il en avait fait pas mal, ouais, Cronenberg, enfin des films un peu chelous comme ça, genre Vidéodrome, ouais, La Mouche, hein, parce que mine de rien, La Mouche, c'est littéralement un homme qui se transforme en mouche, hein, donc c'est assez badant. Ouais, après, Et, moi, j'avais vu Scanners, j'ai vu Shivers, j'ai vu Chromosome 3, et on est vraiment toujours dans le même. Ouais, le clairement, même dans genre, le même, ouais. Et moi, j'avoue que ça m'a. Enfin. En fait, c'est un genre que j'aime vraiment bien. J'aime bien ce côté-là très original, tu vois, du body horror avec ces trucs un peu visqueux, dégueulasses, tu vois, genre Existence, pareil, les os de poulet, les trucs comme ça, avec les plugs que tu te rentres dans le dos, là, je sais pas trop quoi. Enfin, il y a un côté vraiment bizarre et malsain. Mais je peux rentrer dedans, en fait. Et là, le problème, c'est que Vidéodrome, j'avais vu des extraits, notamment la fin, où le gars s'ouvre en deux une fois qu'il lui a tiré dessus, avec des tu sais pas trop ce que c'est, là, qui sortent du corps et tout. Enfin, c'est assez bizarre. Mais ouais, je sais pas. Vidéodrome, j'ai vraiment eu du mal. Et surtout, ouais, à la fin, j'étais complètement perdu. Je me disais, où le film va-t-il, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se tire une balle à la fin ou pas? Enfin, tu sais, il y a tout ce côté, en fait, vraiment... Ouais, cauchemar. Mais le problème, c'est que vous, ça vous a plu. Et moi, au contraire, ça m'a perdu, en fait. Ça m'a frustré, mais pas dans le bon sens du terme. À la fin, j'étais complètement... J'avoue que la fin, paumé. ouais, vraiment la dernière scène, coup, quand il rentre dans le... Est-ce que... Enfin, pareil, j'ai pas trop il est dans le compris, en fait, squat, vraiment là, la dernière Quand scène... il est dans ouais. le squat, qui voit la télé, et il se voit Ouais, lui-même du se coup, suicider, et il finit par le faire vraiment. Ouais, la télé explose, et du coup, Mm. voilà, c'est là vraiment la dernière scène où j'étais là, ouais, alors j'avais à peu près suivi pendant tout le film, là, bon voilà, c'est la dernière scène et ça m'a pas empêché de kiffer le film, donc je suis passé outre, Ouais, mais c'est vrai que, ouais, j'étais un peu en mode, ouais, d'accord, je sais pas trop. Moi, je trouvais que ça continuait complètement dans l'ambiance du film, ça m'a pas choqué. Ah oui, moi, en fait, oui. c'est le problème, c'est que du coup, ça m'a vraiment gâché le film, en fait. Et si bien qu'à la fin, ouais, en fait, j'étais tellement perdu que je me disais, bon, voilà, j'attends juste que tu finisses, film. Et ok, j'apprécie la tentative, mais moi, je suis juste pas rentré dans les pareils. Je comprends pas pourquoi il lui rentre la cassette dans le ventre, qu'est-ce qu'il cherche à faire et tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est complètement... C'est le côté, ça c'est vraiment le kiff, c'est vraiment, on est dans le body horror parfait, c'est-à-dire que c'est clairement le kiff entre la fusion entre les objets et les corps en fait, c'est Oui, non, mais ça, ce qui kiffe le plus quoi. Ça... Ouais, mais je comprends bien, mais pourquoi il lui rentre des cassettes dans le ventre? C'est pour lui donner une nouvelle mission? Enfin, c'est quoi? C'est ça que je comprends pas. Et bref, et pareil, du coup, je me dis, du coup, eux, ils ont pas vu la vision. Enfin, genre le gars, là, le frisé, là, qui l'accompagne pendant tout le film, qui s'avère être un traître Ouais, à la celui fin. qui se fait passer pour le hacker, ouais. Enfin, je comprends pas, du coup, il a pas vu la vidéo, mais lui, il voit les cassettes bizarres, son ventre s'ouvrir et tout. Lui aussi, il a les visions. Enfin, c'est ça, vraiment, je comprends pas. Est-ce que ce sont vraiment des visions? Est-ce que c'est des trucs, des épisodes qui arrivent et après il redevient normal? Enfin, ouais. Je sais pas, et pareil, Nikki, je comprends rien à ce qu'elle fout là. Enfin, quel est son but dans l'histoire? Vraiment, ouais, ça m'a complètement perdu. Et du coup, le film, ouais, je lui ai mis 4, du coup, au final. Alors, c'est un gros 4, je pense. C'est juste que je pouvais pas lui mettre la moyenne, donc pour moi, c'est un 9, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, ça m'a... Il faut que j'en vois plus des Cronenberg, parce que c'est vrai que ça m'intrigue, ce genre de cinéma, et je reconnais le talent du gars.
Du coup, Alors, j'ai vraiment envie de regarder l'autre. Regarde Maps to the Stars. Alors, c'est plus dans le genre de ceux que tu as aimé, de l'avais La vu, Promesse de celui-là. l'ombre ou comment History ça of s'appelle, Violence. History of Violence. On va être plus dans ce genre de film. Mais Maps to the Stars, il est très bien. Et ça se passe aussi à Hollywood et tout, dans l'univers d'Hollywood. Et c'est vraiment très bien. Non, mais même, j'ai envie de Faudrait regarder. que je le ouais, revoie te parce que je l'avais vu au cinéma, j'en ai pas un souvenir ouf. Enfin, c'est vraiment un genre de film, je me rappelle l'avoir vu, mais. Oui, après, je m'en rappelle plus trop non plus. C'est comme Mystic Ouais. River. Je sais que j'ai adoré. Je me rappelle plus de quoi ça parle. C'est bien. Mais le truc, c'est que. Non, regarde Shivers, c'est son premier film. Il est marrant. Celui-là, il y a un côté quand même comique, ce qu'il a un peu perdu au fur et à mesure de ses films. Mais même, j'ai envie Mais de voir pour son Existence tout premier aussi. film, il y a un côté. Ah ouais, bah, je l'ai pas vu, Existence, Existence. génial. Et d'ailleurs, me dans tente le vraiment film bien. de Quentin Dupieux, Ouais, bah oui, tiens. Steak, Ouais, Steak, le gang la référence à s'appelle Shivers. Shivers, voilà, parce que Quentin Dupieux aimait beaucoup ce film, tout simplement. Très bien. Voilà. Bah, ça, Quentin Dupieux, pour le coup, je n'aime pas du tout ce mec. Hein. Vraiment, je ne Mhm. comprends pas du tout son Bah, moi, Ouais, j'aimais ouais, bien, ça j'aimais bien au dépend, début, ouais. et à partir du moment où il a dit je vais faire 15 films par an, je trouve qu'il a. En même temps, c'est pas difficile, hein. Vu les films qu'il fait, ça ne m'étonne pas que ça prenne pas longtemps. Hop là, allez, le petit missile, Ouf là là. la petite balle perdue. Ah. Mais j'avais vu au poste Bon. et je m'étais fait chier comme pas possible. Bref, Oh, au poste, c'est pas le pire, mais j'avoue, je suis pas fan non plus. Ouais. il y a Monsieur Rubber, Fraise, c'est cool. Rubber et Réalité restent mes deux préférés, quoi. Bah, nous avons terminé. C'est bon, Ouais. vous voulez Ouais, c'est tout dire bon. autre chose sur Vidéodrome? Hmm, Bon, bah, le non. thème était toujours très sympa. Bah, j'ai quand même si j'ai pas beaucoup apprécié encore Man, après le reste, c'est quand même c'est une bonne petite sélection. Benjamin, pour ton thème, toi, t'as quand même plutôt apprécié. T'as 2,608, Mm. donc c'est pas mal. Ça reste c'est de la cool. moyenne. Guillaume et moi, il y a voilà, on Bon, a se neutralise un en film fait à chaque sympa, fois. hein, un c'est film, ça. voilà, c'est ça. Nos deux films respectifs, on a chié dessus. Et Voilà. et non, voilà. Sinon, c'est à mon tour. C'est à mon tour de passer sur mon thème. Alors, Eh oui. chers auditeurs, pour nous, ce sont les vacances en suivant. Vous, c'est déjà la rentrée quand vous écoutez ces épisodes. Donc, vous avez un mois devant vous pour regarder les films du thème que je vais proposer. J'ai beaucoup hésité à enfin faire un thème sur Jet Li. J'en parle quand même assez. Oh. Sauf que j'ai voulu agrandir un peu la sélection. Je me suis dit, je vais pas me focaliser sur Jet Li. Donc ça va être tout simplement film de bagarre. Oh je là veux de là. la vraie bagarre, Oh. quoi. Oh là là. Voilà, je veux que ça Oh là bastonne, là. je veux que ça tabasse, je veux que Et mais des coups de patates de poing, forain, limite des armes, des armes blanches. Ça me va aussi, mais pas d'armes à feu, des trucs comme ça et tout. Je veux qu'on sente les coups. Ok, Donc voilà. ouais. Je crois que c'est la première fois que Guillaume on voit autant de bonheur sur son visage depuis la création de ce podcast. Ok. Tu as dit bagarre, il a fait Mais wow, surtout son visage s'est d'un illuminé. thème de moi. C'est un Oui, de oui, mes oui, thèmes. venant de Et toi. voilà, c'est- Un thème de moi, vraiment. Bonjour de l'homme moi. de Néandertal, ça va C'est toi Et, choisir un thème de moi. Mais oui, non, mais je comprends venant de toi, oui, bah c'est vrai. Donc J'ai déjà plein d'idées en tête. c'est pas forcément un film sur le sport de combat. C'est vraiment Non. il faut faut que ça qu'il y ait de la bastonne. baston dans le film. C'est quoi. un Voilà. film Ok. d'action un film d'action où ça tabasse, où les scènes d'action, c'est des scènes de combat. Bah c'est Mhm. bien. Voilà, ok. Ouais, je- Évidemment, je sais, hein. voilà, vous en avez. Ouais. Je vais choisir un Jet Li. Je vous dis pas encore lequel, mais moi Ok, c'est oui. du Jet Li. Ok. Donc après, voilà. Ok, ça marche. Bah Je écoute, vous suis souhaite- très chaud. Ah, nickel. Bah, chaud. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et très bon épisode à tous. Je vous fais des bisous. Bye. Bisous, ciao. Bye, bisous. Ciao. Hop, hop, hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.